Livre témoignage d'Élisabeth l'Apostole, Le petit soldat de l'ombre, chapitre 16 à 20. Chapitre 16. Un étranger. Depuis son départ, mon frère était devenu un parfait étranger et un observateur passif de ce marasme. Il s'était installé avec celle qui deviendra 10 ans plus tard son épouse et qui se destinait à des études d'assistante sociale. Quelle aubaine! Peut-être allait-elle avoir la lucidité de réaliser le cas suffisamment concret qu'elle avait sous les yeux pour mettre en pratique ses cours. Que nenni. Quand il venait à la maison le week-end, c'était principalement pour bénéficier de la machine à laver, alors qu'il restait quelques heures pendant que notre mère lavait leur linge en leur proposant de rester à déjeuner. De leur arrivée à leur départ, je me contentais d'un simple « Bonjour biche » et d'un « Au revoir Bab », alors qu'ils évitaient de me demander si j'allais bien. Que je n'ai ni chambre, ni endroit pour étudier, ni amis, ni d'autre activité que de rester enfermé des jours entiers à la maison, ne semblait alarmer personne, ni même une future assistante sociale. Dès que ma mère tentait d'évoquer des brides de notre calvaire, tous les deux la qualifiaient d'affabulatrice. Quand elle prenait mon frère à part, il lui répondait qu'il n'était ni concerné par les histoires de famille, ni par celles de voisinage, et qu'elle devait se débrouiller seule. Il se dédouanait ainsi de toute assistance à personne ou à mineur en danger, qu'il ne souhaitait pas assumer. Mon frère et ma belle-sœur connaissaient tous deux l'existence des armes à feu dans la maison, alors que notre père ne se cachait pas d'avoir enterré des citernes, tant dans le jardin avant qu'à l'arrière de la maison, sans que cela n'éveille aucun questionnement de l'un comme de l'autre. L'arrivée d'une assistante sociale dans la famille n'aura donc aucune incidence salvatrice dans ce chaos, bien au contraire, alors qu'elle aurait pu nous permettre d'envisager un D-Day ou notre libération. Du 11 mars 1976, date de départ de mon frère, à ma fuite, fin mai 1988, 12 interminables années vont s'écouler sans qu'aucun des deux ne nous vienne en aide. Chapitre 17. J'ai 10 ans, d'Alain Souchon. Depuis que ma mère travaillait chez GTM avec sa nouvelle collègue Juju, elle semblait avoir trouvé un regain de motivation. Jusqu'à présent, tous ses salaires étaient donnés à mon père, et il servait à régler les emprunts, les factures et les courses, alors qu'il conservait les siens et ses primes pour dépenser avec mes tantes et pour faire fructifier sur des comptes qu'il avait ouverts hors communauté. Sur le conseil de Juju, ma mère prélevait désormais une petite somme d'argent qu'elle mettait secrètement de côté. Son premier achat aura été de nous payer des billets de train pour une brève escapade à Valras, où mon père, pris par surprise, avait fini par nous rejoindre en voiture, fusil dans le coffre. Dissuadés de recommencer, nous étions sagement rentrés à la maison. Cette même année, mes grands-parents avaient réussi à faire entendre à ma mère qu'elle devait apprendre à conduire pour être libre. Ils avaient provisionné toutes leurs économies pour lui offrir son code, sa conduite et sa première voiture, une 2 chevaux. Entre la peur, le manque de confiance en elle, les remarques humiliantes de mon père, elle peinait à tout valider, et l'addition s'allongeait, alors que ma grand-mère perdait patience. Mon père avait fini par accepter l'idée que ma mère puisse conduire du moment qu'elle rentrerait plus rapidement après son travail, et qu'elle pourrait ramener davantage de courses gratuites de chez mes grands-parents, ce qui nous permettait d'éviter les transports en commun chaque dimanche. L'été suivant, mon frère et ma belle-sœur, toujours dans leur déni de notre situation, avaient emprunté la dite 2 chevaux Liberté-Autonomie pour partir en vacances où ils auront un accident fort heureusement sans danger pour eux. Cet accident avait par contre totalement plié la voiture, ce qui nous laissera toutes les deux à nouveau à pied et dépendantes pour de longs mois et de longues heures d'attente dans les transports en commun pour ramener tous les aliments de chez mes grands-parents. Ma mère, dévastée par ce retour au point zéro, n'avait eu aucun mot d'inquiétude pour leur état de santé, à l'instar de l'unique espoir de liberté que nous venions de perdre lors de la mise à la cage de la 2 chevaux. Cet incident finira par altérer définitivement ses relations avec mon frère, alors qu'elle devait désormais justifier à ses parents ce prêt et la perte des sommes investies pour nous venir en aide. Chaque mini-tentative de liberté prenait de longs mois à mettre en place, tant en opportunités qu'en moyens financiers, pendant que la dépression de ma mère reprenait le dessus, réduisant chaque essai à néant. Dans son état et dans son inaction,
Elle verbalisait qu'elle ne pouvait plus compter sur ses parents, alors que je les voyais préparer la chambre au premier étage de leur maison au cas où nous aurions dû nous y réfugier d'urgence. Ils avaient même envisagé de faire un crédit pour l'achat d'une nouvelle voiture pour ma mère. En attendant cette nouvelle lueur d'espoir, je passais désormais tous mes mercredis avec elle à son travail, où j'aidais au rangement des fournitures et au classement des archives. Là non plus, ma jeune présence ne semblait choquer personne, alors que les autres enfants avaient au même âge des activités extrascolaires ou étaient en centre de loisirs. Le budget familial n'avait pas non plus prévu une seule ligne à me réserver tant en garderie qu'en activité. En remerciement de ma participation, Kiki, la personne que j'aidais aux archives et qui était au comité d'entreprise, m'avait offert 5 places de cinéma pour l'avant-première du film Grease. J'étais non seulement ravie d'aider en étant éloignée de la maison de l'enfer, et d'autant plus heureuse que je n'avais jamais été au cinéma. Ma mère m'avait demandé avec qui je souhaitais y aller, et j'avais répondu sans hésitation, elle, mon frère et ma belle-sœur, en espérant secrètement un rapprochement familial, sans heurts et hors Montessus. Mon frère avait accepté du moment qu'il pouvait emmener sa jeune belle-sœur, Christine, qu'il disait considérer comme sa petite sœur. Il finira par demander à notre mère si ma présence est indispensable, car Christine voulait venir avec sa meilleure amie. En conclusion, j'ai adoré le cinéma, le film Grease, le premier refus de ma mère à mon frère, tout en réalisant que je comptais aucunement pour lui, ce qui me fera détester Christine dès notre premier contact. Quant à mon père, de par son comportement au travail, il venait d'être mis au placard, dans un bureau où il ne voyait personne de la journée et où on ne lui confiait aucune activité. Il connaissait à son tour l'état d'enfermement d'un animal en cage qu'il nous réservait d'habitude. Il allait y avoir un arbre de Noël dans son entreprise, et c'est la seule fois où il me proposera de l'y accompagner. Bien que très surprise par sa proposition, et sur mes gardes, je retrouvai un instant mon âme de petite fille qui pouvait être comme les autres enfants à son âge avec son père, même si je devais faire semblant en public que tout allait pour le mieux. C'était la condition sine qua non pour que je participe à cet événement à laquelle je me pliais sans sourciller, presque heureuse. Tout juste arrivé dans les lieux, mon père m'avait placé près du sapin de Noël, tout près de ses supérieurs hiérarchiques, pour que je puisse lui rapporter mot pour mot ce que j'entendais dire de lui. Je ne m'étonnais même plus d'avoir une nouvelle fois été utilisée sans qu'aucun de mes besoins ne soit pris en considération. J'étais tout simplement brisée à l'intérieur, alors que pour avoir le droit de rester à la fête, je devais afficher un visage débordant de bonheur. En bon petit soldat, j'avais rempli ma mission, et j'avais rapporté toutes les informations qui m'avaient été demandées sans avoir eu le temps de profiter une seule minute de l'arbre de Noël ni du spectacle. Dans les semaines qui ont suivi, mon père a été mis à pied après une bagarre, convoqué puis licencié. Se sont alors présentés le chômage, le non-versement des indemnités, licenciement pour faute grave, 10 années de procédure de prud'homme, le départ de ma tante Suzanne Derveil, le retour définitif de mon père à la maison, sa présence H24 et son complet pétage de plomb. Tandis que je fredonnais les paroles de la chanson J'ai 10 ans d'Alain Souchon, j'avais pleinement conscience que je n'aurais pas un seul instant pour rêver de cet âge où je continuais à me faire casser sans condition la gueule à la récré et à la maison. Pour pimenter le tout, au départ de ma tante Suzanne Derveil, mon père avait décidé que je passerais désormais certains samedis avec l'autre tante Suzanne de Houille et sa fille, qui, plus âgée que moi, m'humiliait et me ruait de coups quand nos chers parents étaient dans leur chambre bien trop occupés par leurs ébats. En 10 ans, j'avais acquis une telle force intérieure et une patience démesurée qui me permettaient de tout encaisser physiquement, sans broncher, comme un mauvais moment à passer. Mon corps était une simple enveloppe, meurtrie, mutilée, tabassée, qui finissait par cicatriser, alors que dans cette folie mon âme avait réussi à être épargnée. C'est au même âge que la boulimie s'était installée, lorsque j'avais pu constater
qu'il était presque plus doux de prendre des coups sur un corps enrobé que sur une carcasse d'os saillant qui marquait davantage. Pour ne pas perdre un gramme, j'avais décidé d'enclencher le processus du manger 3 fois plus, alors que le surpoids affiché ne surprenait personne. Quant à ma mère, elle se voulait rassurante de ses mots doux. Mais non, tu n'es pas grosse, tu arrives encore à rentrer dans tous les vêtements que je t'ai achetés que tu ne portes jamais, après tout ce que j'ai fait pour toi. Chapitre 18. Le retour. Du moment où mon père n'a plus travaillé, il avait dû se résigner à vendre l'appartement de Rueil, alors qu'il avait compris que ma tante Suzanne ne reviendrait plus. Il n'avait pas d'autre alternative que de rentrer définitivement à la maison de Montesson à la vente de leur garçonnière. Comme de coutume, ma mère m'avait annoncé cela à sa façon. Il est grand temps que ton père rentre à la maison. Je ne peux pas te priver de lui. Je ne peux pas faire autrement. Tout ça, c'est de ta faute, hein, depuis que tu es né. Mon père allait donc revenir à la maison, à Montesson. Mais il avait surtout la ferme intention de se venger du départ de ma tante avec un ancien commissaire à la retraite. Il était désormais H24 à la maison, nuit et jour. Tout était prétexte pour s'en prendre à nous. Il avait démultiplié les tâches de la maison, de sorte que nous soyons occupés sans arrêt, dès le retour de l'école ou du travail, sans répit. Il nous était impossible d'envisager de nouvelles opportunités de départ, ni même d'en entrevoir. Mes grands-parents avaient racheté la 4L rouge pompier de mon grand-oncle, afin que ma mère puisse à nouveau conduire, avec pour consigne de ne plus jamais prêter son véhicule à qui que ce soit. Indépendamment de l'école, je passais désormais tout mon temps avec mon père dans la maison de l'enfer, de sorte que ma mère rentrait de plus en plus rapidement après son travail si elle ne voulait pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. La nouvelle lubie de mon père était de faire de moi son aide de camp. En permanence à ses côtés, il estimait ainsi me faire bénéficier de son expérience alors que je devais veiller sur son confort. Devenu son sbire, de toutes les basses tâches, je devais rester des heures à l'observer en silence démonter un moteur, une voiture, des meubles, des serrures, tout en lui portant son breuvage, ses outils, en lui préparant à manger et en me pliant à toutes ses demandes. Il me laissait parfois des heures entières dans le jardin, à tenir une lourde plaque d'acier, sans même se préoccuper de mes forces ni de ma fatigue, alors qu'il était occupé à faire autre chose. J'avais ordre de ne pas bouger, et je tenais, qu'importe le temps qu'il faisait dehors, et les tours de cadran que je ne comptais plus jusqu'à ce qu'il me donne l'ordre d'arrêter. À la préadolescence, je savais déjà changer un pneu, faire les niveaux, faire la vidange, démonter une batterie, monter tout type de meubles sans aucune notice, et tous les noms des outils disponibles au garage, alors que mes camarades de classe me parlaient de leur prochaine communion, de leur soirée pyjama, du cake préparé avec leur mère, et de leurs dernières vacances en famille. Un total mystère pour moi qui ne me reconnaissait ni dans leurs récits, ni sur leur planète. Quant à eux, aucun ne devait savoir ce qu'était mon quotidien pour leur sécurité, pour celle de ma mère et pour la mienne. L'emprise totale sur ma mère était réamorcée, et son épuisement physique lui ôtait la moindre source de motivation, quoi que sa collègue Juju puisse lui conseiller de faire. Nous étions une fois encore repartis au point zéro de notre enfermement, sans lueur de sortie. Une nouvelle fois, il fallait prendre son mal en patience en espérant qu'un jour peut-être nous aurions une issue, alors que l'état psychologique de mon père se dégradait de jour en jour. Quand il ne faisait pas de moi son aide de camp ou son sbire, j'endossais alors l'uniforme d'agent d'observation, tandis qu'il m'embarquait de nuit, en voiture, pour une mission commando fermement déterminée à tuer ma tante Suzanne. Le coffre chargé de tout le nécessaire armé, il m'expliquait que nous allions à Rueil, dans la rue où elle habitait, et que nous allions rester en planque. Il avait prévu de la renverser dès qu'elle sortirait de la maison de son nouveau compagnon, car il ne voulait pas qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. De longues heures d'attente interminables commençaient, alors que je n'étais même pas sûr de dormir cette nuit-là, ni d'être rentré à l'heure pour l'école le lendemain. Je passais la nuit à prier que personne ne sorte, alors que j'étais frigorifié dans mon manteau, tout contact éteint, sans bruit et sans chauffage. Ma mère, totalement perdue dans son monde, me laissait partir avec lui, sans poser aucune question du moment qu'elle pouvait se libérer, pour une nuit, de son acharnement.
De mon côté, je tentais de me rassurer en pensant qu'elle aurait peut-être une nuit sereine et sans assaut. À l'aube, on rentrait, et je devais passer ma journée d'école comme si de rien n'était avec mes camarades qui me racontaient le film policier de la veille au soir, où dans ma réalité je venais de jouer le rôle principal. Alors qu'ils étaient fascinés par les coups de feu dans le petit écran, tout mon corps tremblait d'imaginer la prochaine nuit que j'allais devoir passer dehors avec mon père, les armes chargées dans le coffre, jusqu'au possible accident. Arriva le jour où il avait été convoqué au commissariat de Rueil-Malmaison. À force d'harcèlement, d'insultes, de menaces qu'il leur réservait le jour, il avait fini par être auditionné. Dès lors, il ne m'emmenait plus de nuit. Mais il s'absentait seul, et toujours avec les mêmes intentions. Ses journées étaient consacrées à nous pourrir la vie, alors qu'il réservait ses nuits à hanter celles des autres. Il ne dormait quasiment plus. À 12 ans, mes nuits de sommeil n'excédaient pas 4 heures, alors qu'en semi-vigilance, mon esprit et mon corps avaient été formés à tout type d'assaut. Les problèmes de santé s'aggravaient, et je plongeais à mon tour dans la dépression. Pendant quelques jours et autant de nuits, il n'était pas rentré. Ma mère et moi n'avions même plus la force de prévoir un quelconque départ, alors que nous ne savions même plus où aller. Bien qu'il soit absent, nos nuits n'étaient pas pour autant réparatrices. Pour ma part, je réalisais que son absence annonçait de nouveaux ennuis. Il ne faisait jamais les choses à moitié. Après 4 jours, le visage tuméfié, il rentrait abattu à la maison et il rangeait ses armes à leur place. Dans ses ruminations, il laissait échapper une bride d'explication. Un matin, il leur aurait foncé dessus à pleine vitesse avec sa voiture alors qu'il s'apprêtait à sortir de chez eux. Vraisemblablement, il n'avait pas été blessé. Quelle chance! Alors que j'observais longuement mon père, je réalisais à sa façon de se mouvoir qu'il avait dû recevoir à son tour un bon tabassage en règle qui allait le dissuader de retourner à Rueil pour un moment. Ce n'est qu'en 1991 que j'aurai le fin mot de l'histoire de la bouche de ma tante Suzanne. Son compagnon, plus que las, avait fini par demander l'aide de ses amis pour calmer les agressions de mon père, une solution somme toute efficace. Comme si notre existence n'était pas assez compliquée, il fallait également composer avec les visites surprises de mes tontons flingueurs et avec leurs fatras. Devenus marginaux, mes oncles jumeaux étaient ferrailleurs et ils vivaient en caravane à Argenteuil où ils cohabitaient avec une communauté gitane. Quand ils n'étaient pas totalement anesthésiés par leurs excès d'alcool, ou quand ils n'étaient pas en prison pour l'hiver, ils déboulaient à Montesson pour des visites surprises et fracassantes. Régulièrement en désaccord avec mon père, ils arrivaient en pleine journée à la maison et ils défonçaient le portail pour entrer. Alors que, munis de barres de fer, ils espéraient faire entendre raison à celui-ci, par la force, ce dernier les accueillait tout naturellement au fusil. Enfermé au premier étage, j'avais loisir d'assister impuissante à ce spectacle désolant qui se jouait dans le Far West de notre cour. Inutile pour moi de regarder un quelconque film ou d'attendre les récits de ceux qu'avaient pu voir mes camarades alors que j'étais aux premières loges de ma réalité. Il n'y avait pas une seule journée ni une seule nuit de réelle accalmie. Ma mère et moi étions totalement habitués au chaos permanent, que même le calme aurait pu nous paraître suspect. Dans les périodes de réconciliation avec mes oncles, mon père m'emmenait à Argenteuil visiter mes tontons flingueurs dans leur campement, où l'un d'entre eux, Claude, me consacrait un peu de son temps pour m'apprendre à dresser les bergers allemands à la sécurité. À tout juste 12 ans, je savais désormais reconnaître toutes les armes de mon père, faire la différence entre les cartouches et les munitions, et j'avais acquis des bases de dressage de chiens à la sécurité. Aucun signe de féminité apparent. J'étais le petit soldat de ma mère, qui avait été finalement instruit et militarisé par les seules figures masculines de cette famille totalement disjonctée. Mon père était très fier de son ouvrage, commençait à se féliciter d'avoir enfin le garçon dont il rêvait, alors que de mon côté, je verbalisais vouloir m'engager dans l'armée qui aurait pu m'ouvrir ses portes de la liberté à partir de 17 ans.
Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient en train de m'enseigner tout ce qui allait me permettre d'acquérir la force intérieure pour prendre la fuite quelques années plus tard et pour revenir chercher ma mère. C'est à cette même époque que j'ai découvert que mon père avait dans son portefeuille une photo de moi placée à côté d'une femme brune, alors qu'il n'en avait aucune de ma mère ni de mon frère. Curieuse, je questionnai ma mère qui allait m'apprendre qu'il s'agissait de ma grand-mère qui était décédée dans un asile psychiatrique à Amiens alors que j'étais à peine âgée de 6 mois. Compte tenu de notre folie quotidienne, il m'était difficile de faire éclater ma joie à la découverte de cette grand-mère paternelle, Madeleine, tandis que je me posais de sérieuses questions quant à mon patrimoine génétique. Sans les détails de son internement à l'asile, mais en pratiquant au quotidien 3 de ses 9 enfants survivants, j'avais de sérieuses réserves à me faire sur mon futur psychologique, alors que les nouveaux mots doux de ma mère se faisaient rassurants. « T'es vraiment comme ton père. Il ne peut pas te renier. T'as la même gueule que lui. » Chapitre 19. Les visites. Dans ces moments de grande générosité, mon père m'octroyait le droit de passer quelques heures chez Sylvie, dans la maison d'en face, ou chez Stéphanie, qui habitait au bout de la rue. Le mot d'ordre était bien évidemment silence. J'étais pleinement consciente qu'aucun cadeau de sa part n'était gratuit, et qu'il me faudrait redoubler d'efforts à la tâche ou le payer très cher physiquement et psychologiquement. Je saisissais ces rares occasions de semi-liberté pour découvrir la vie des familles extérieures, tout en mesurant la gravité de ce qui se passait chez nous, alors qu'aucune solution de libération définitive ne se profilait à l'horizon. Nos dimanches étaient réservés aux visites autorisées à mes grands-parents maternels, chez qui nous restions quelques heures pour ramasser les légumes du jardin cultivé par mon grand-père, la consigne étant de les ramener au plus vite avant le couvre-feu. Il était difficile d'y déroger, alors que nous savions mon père capable de tout et prêt à venir descendre ou menacer mes grands-parents, que nous tentions à notre façon d'épargner en obéissant à tous ses ordres. Bien qu'âgés et dépassés par la situation, ils en profitaient pour convaincre ma mère de partir, ce qu'elle leur promettait d'essayer de faire. De retour à la maison, la peur au ventre, toutes ces belles promesses faites à ses parents avaient disparu, et je voyais une fois encore les portes se refermer pour de nouvelles longues et interminables heures de violence, de démence et de séquestration. Il y avait aussi les quelques visites annuelles programmées pendant lesquelles nous avions tout intérêt à nous tenir à carreau, au risque de nous retrouver dans la citerne, ce à quoi nous nous faisions dociles pendant tout le séjour. Ma tante Claudette, entre autres, faisait chaque année une halte de quelques jours depuis Marseille pour rejoindre leur Picardie natale. C'était toujours une grande joie de la voir arriver. Indépendamment de ma tante de Rueil-Malmaison, c'était la seule femme féminine et apprêtée de ma connaissance. Le maquillage, le parfum et les vêtements féminins nous étaient bien entendu totalement proscrits. Je restais de longues heures à l'observer dans sa féminité, sa façon d'être, de marcher, de se maquiller. J'étais programmée pour être un garçon, une exécutante, un petit soldat, et la voir ainsi si belle, si souriante, me paraissait être sortie d'un magazine de salle d'attente des médecins, mais surtout d'un autre monde. C'était cette bouffée d'air frais annuelle qui venait ponctuer nos longs mois d'enfermement. Elle était tellement heureuse de partager ces quelques jours avec son frère, qui était tellement différent en sa présence, qu'elle n'était pas en mesure de voir sa cruauté. Avant son arrivée, les conditions d'accueil étaient améliorées, au point qu'elle ne pouvait pas voir non plus que je n'avais même pas le minimum décent pour vivre, à commencer par un simple lit. Les pièces à vivre qui étaient ouvertes pendant son séjour étaient celles qui nous étaient fermées tout le reste de l'année. Après son départ, c'était le retour au mitard. Les portes intérieures fermées à clé, les demandes d'autorisation pour se mouvoir dans la maison, et les multiples commandements qu'il fallait accomplir sous peine de sanctions graves. Chapitre 20. Les sanctions. Quand je m'étais bien comportée, d'après l'échelle de valeur établie par mon père, j'avais donc quelques autorisations de sortie chronométrées dans un périmètre suffisamment proche de la maison pour qu'en cas de nécessité il puisse débouler avec son fusil. Autant je rêvais de ces permissions et autant dire que je devais souvent les décliner pour éviter un accident. À force de pratique,
J'avais intégré qu'il était préférable que je sacrifie ma vie plutôt que d'être responsable d'une tuerie. Quand mon père sentait qu'en grandissant et qu'à force d'entraînement, je gagnais en assurance et en confiance, il remettait en place ses sanctions pour la plupart psychologiques. Les humiliations, les coups, les insultes, les brimades, les menaces, les peurs, le noir commençaient à ne plus avoir aucune prise sur moi. J'avais mis en place inconsciemment toute une batterie de mécanismes de survie à l'identique d'un militaire en captivité. J'avais passé tellement d'heures à observer mon père en silence que je pouvais désormais noter ses faiblesses, son humeur à travers son souffle et ses battements de cœur, les mots à éviter, le ton à adopter, ses horaires de fatigue physique, l'arrivée de ses colères et les attitudes à mettre en place pour obtenir un peu de répit. J'arrivais désormais à parlementer avec lui pour de longues semaines, voire de longs mois de négociations pour réussir à obtenir pour ma mère et moi-même un mini-privilège qu'il pouvait réduire à néant en une fraction de seconde. J'avais acquis une patience physique et psychologique conséquente et indispensable à notre survie. J'enclenchais inconsciemment le mode sauveur, alors que je savais que j'avais conscience qu'aucune action n'émanerait de ma mère ni de l'extérieur. Plus le procès au prud'homme s'éternisait, plus son instabilité et son état psychologique s'aggravaient. Nous en faisions toutes les deux immédiatement les frais. J'appréhendais plus que tout la nuit tombée. Diurne, mon père était dément, mais il redoutait les interventions des forces de l'ordre et de la justice. Les journées se terminaient immanquablement à la limite d'une descente de police. Ses lectures favorites étaient le code civil et le code pénal dont il avait des exemplaires sur le buffet de la salle à manger. Il se sentait pousser des ailes à la nuit tombée jusqu'à l'aube, avant l'heure autorisée pour les actions de justice. En général, c'est l'heure qu'il choisissait pour aller se coucher, alors que les interventions étaient permises à partir de 6 heures du matin. Tel un chasseur, de nuit, il pouvait surtout donner libre cours à tout ce qui lui passait par la tête, sans être vu, tout en persécutant ses proies et en opprimant ces victimes que nous étions. Depuis toute petite, j'avais donc pour seul ami autorisé à la maison des animaux, dont des chats, jusqu'à 15 pendant une période. Sans aucun soin vétérinaire, les chats proliféraient rapidement, et j'avais le privilège d'assister au musbah. Telle une seconde maman, je m'occupais des chatons auxquels je finissais par m'attacher, tel un membre de ma famille. Mon père laissait faire quelques semaines, alors qu'il n'avait nullement l'intention de les placer. Pour l'avoir trop vécu, je savais qu'un soir, à la nuit tombée, je serais convoqué dans le jardin à l'arrière, où il aurait creusé un trou près du cerisier offert par mon grand-père. Alors qu'il m'ordonnait de venir le rejoindre dehors, je traversai le garage pour m'apercevoir que le carton de Misbah était vide. Il avait placé les chatons dans le trou, et j'entendais leurs cris. Dans la pénombre, je devinais la pelle adossée contre le cerisier, et je savais déjà qu'il allait me laisser assister à leur exécution. Je restai droite, debout devant lui, comme depuis des années, alors qu'il me regardait fixement dans les yeux, pendant que j'entendais leurs coups se trancher avec la lame de la pelle. C'était comme si il tentait de me briser à l'intérieur, alors que je devais lui montrer qu'il n'en était rien. Il terminait toujours par un petit sourire de satisfaction, en n'omettant jamais de me rappeler où la citerne était enterrée à proximité. Il m'assénait ses exécutions à chaque portée, ce qui me conditionnait à ne jamais oublier qu'à tout moment, ce pourrait être notre tour. Quelles que soient les forces que j'étais en train de développer, de telles atrocités répétées compliquaient ma motivation à m'enfuir ou à demander de l'aide. Ma mère, quant à elle, totalement déconnectée de tout, restait dans son lit à tricoter, après avoir terminé toutes les tâches domestiques ordonnées par mon père. Quand je revenais me coucher sur son lit, elle se comportait davantage comme une détenue que comme ma mère. Tout lien de filiation semblait avoir disparu en elle. Bien qu'elle savait ce qui se passait dehors, et ce à quoi j'avais été obligé d'assister, elle paraissait surtout soulagée d'avoir été épargnée. L'instinct de survie, sans doute. Le lendemain matin, alors qu'en sanglots et près d'elle je n'avais pas dormi de la nuit, elle se réveillait en me servant pour la journée des « Je t'aime, ma petite chérie. Tu es mon petit soldat ?»
tandis que je réalisais qu'un nouveau vêtement viendrait agrandir la collection des jamais portés.